monsieur, bonsoir. Je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle semaine d'actualité estivale. Nous commencerons cette édition avec un retour sur la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques de Paris. Un spectacle qui n'est pas passé inaperçu en France et dans le monde entier. Nous reviendrons ensuite sur le durcissement des frontières entre l'Europe et la Russie et la Biélorussie, une conséquence des sanctions de Bruxelles après la guerre en Ukraine qui pourrit la vie de nombreux citoyens. Et puis à l'heure des chassés-croisés entre juilletistes et haussiens, nous nous intéresserons aux voitures électriques. Promues par les politiques publiques de prétendus écologistes, ces voitures pourraient bien être de véritables bombes à retardement pour l'environnement. C'est un spectacle qui en dit long sur ce qu'ils sont. Loin d'être une ode à la France et sa culture gréco-latine, la cérémonie d'ouverture des Jeux de Paris est parvenue à réunir blasphème christianophobe, apologie du trouble, publicité pour le transgenrisme et abaissement de la culture. Retour sur un spectacle financé par vos impôts. Portée au nu par l'oligarchie, la cérémonie d'ouverture des Jeux de Paris aura fait couler beaucoup d'encre sur la planète. Derrière les satisfecits d'une petite caste bourgeois bohème de Saint-Germain-des-Prés et d'un président pour qui la culture française n'existe pas, bon nombre de téléspectateurs auront été littéralement affligés par une cérémonie olympique aux allures d'Eurovision, avec une réalisation psychédélique à grand renfort de flashs lumineux, frisant avec le subliminal. Mais disons-le d'abord, les sportifs et leur sourire étaient au rendez-vous, étrangers au simulacre de l'Occident en chute. Le spectacle populaire et sensationnel de la chanteuse Céline Dion, interprétant avec le talent qu'on lui connaît l'hymne à l'amour d'Édith Piaf depuis une tour Eiffel habillée de faisceaux lumineux, aura au moins clôturé avec brio cette longue cérémonie. Des parenthèses apaisante, après une traversée déviante du Styx incarnée par une scène toujours aussi souillée. C'est d'ailleurs dans ces eaux que le porteur de la flamme olympique, sans visage, embarquera des enfants dans les catacombes de Paris, sans que ces derniers ne reviennent à la surface lors de la cérémonie. C'est aussi dans cette atmosphère crépusculaire que d'aucuns pouvaient admirer le galop désynchronisé d'un cheval blanc sur le fleuve, en pensant parfois au cavalier de l'Apocalypse, alors même que l'incontournable chanson de John Lennon, Imagine, venait d'être incarnée par Juliette Armanet depuis une île incandescente, rappelant les enfers. De quoi se remémorer parfois les énigmatiques propos du président Macron. Je crois que notre génération doit savoir que la bête de l'événement est là. Et elle arrive. Et beaucoup auront cru la voir vendredi soir. Plus encore quand le clou du spectacle a consisté en un défilé de drag queens et de transsexuels en tout genre, caricaturant la scène de Léonard de Vinci, peinte à la toute fin du XVe siècle, où l'on voit le Christ partager son dernier repas avec les apôtres. Un spectacle qui a donc violemment choqué les catholiques, mais aussi tous ceux qui sont attachés aux racines chrétiennes de la France, fille aînée de l'Église. L'abbé Denis Pugat a d'ailleurs réagi en l'église Saint-Nicolas du Chardonnay à Paris. Je ne m'étendrai pas longuement sur ce qu'il s'est passé vendredi soir, ce qui ne fut que finalement une liturgie voque, mais qui a cette spécificité d'avoir contenu un tableau blasphématoire qui a été vu par des milliards, je dis bien des milliards de personnes, dont beaucoup de chrétiens, organisé officiellement par les autorités et spécialement la plus haute autorité de l'État qui ne pouvait pas ne pas savoir le contenu de ce défilé auquel il a donné son platchette, ni le fait que c'est le cœur du christianisme qui a été ridiculisé et de quelle manière. La Sainte Seine, c'est la messe, mes bien chers frères. C'est notre vie. C'est ici que nous sommes rassemblés, que nous rassemblons les chrétiens. Et comme par hasard, ce n'est pas une autre religion ou des autres religions qui ont été ainsi blasphémées. Et ce qui montre bien d'ailleurs que ce sont des poltrons.
Une colère qui n'est pas réservée à la famille des catholiques traditionnalistes. En effet, le frère Paul Adrien a aussi évoqué cette triste affaire. Mettez-vous bien dans le crâne que ces histoires-là, ça va pas s'arrêter là et qu'on a intérêt de se préparer. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on évite de se faire avoir, parce que vous avez déjà toute une contre-propagande qui est en train de se mettre en place. Pour vous dire, ah ouais, mais il y a déjà eu tellement de reprises qu'une de plus, une de moins, et puis pourquoi vous avez rien dit, gna gna gna. Alors que là, vous êtes dans un contexte qui se veut d'unité nationale avec des financements publics, et en plus, je suis désolé de le dire, mais il y a un passif. Alors, moi, je veux bien qu'on fasse tous les efforts, et on les fait. On les fait pour essayer d'être le plus délicat et le plus charitable possible avec les gens qui sont pas d'accord avec le christianisme, avec les militants LGBT, etc. Mais d'un côté, on nous demande d'être hyper délicat, et de l'autre côté, on vous prend vos références et là, on vous les fout à la gueule. Donc on arrête de se faire avoir, et en plus, toujours dans la contre-propagande, là, on n'arrête pas de vous servir le festin des dieux. Le festin des dieux, c'est déjà une scène qui fait référence à l'Eucharistie. Et pour tenter d'éteindre l'incendie provoqué par le caractère blasphématoire de ce sombre épisode, le réalisateur de tout cela, Thomas Joly, s'est défendu de s'être inspiré de la scène, se réfugiant alors derrière Philippe Catherine, le seul homme blanc de plus de 50 ans de la cérémonie, transformé pour l'occasion en Schtroumpf. Il aurait été Dionysos. Pourtant, la référence biblique n'a échappé à personne, pas même à la perspicace maison France Télévisions, qui s'est d'ailleurs fendue d'une publication sur Twitter évoquant, je cite, une mise en scène, CE-N-E, légendaire. Un tweet qui a depuis disparu, mais que nous avions enregistré comme capture d'écran. Le spectacle faisait également la part belle à la vulgarité. Ainsi, pour camper le tableau, une certaine Barbara Butch, disque jockey et militante LGBT se définissant elle-même comme grosse, juchée d'un diadème et entourée de drag queens, d'une petite fille et d'une sorte de femme à barbe. Mais cette offense déplorable et interminable ne doit pas pour autant faire oublier la partie du spectacle inspirée par le bicentenaire de la Révolution française. Les téléspectateurs ont ainsi pu entendre le célèbre chant « Ah, ça ira » en admirant une représentation du régicide avec une Marie-Antoinette décapitée depuis les fenêtres de la conciergerie. Un goût douteux qu'il est d'autant plus dans un pays où l'on compte devant les téléviseurs les familles du père Jacques Hamel, de Samuel Paty ou de Jessica Schneider et Jean-Baptiste Salvin, décapités par des terroristes islamistes. Par ailleurs, la conciergerie était aussi le lieu qui accueillait le palais de justice de Paris, qui en général fait rarement la promotion de la peine de mort, comme celle qui a condamné Marie-Antoinette à la guillotine. Il fallait, néanmoins, nous dit-on, voir dans cette séquence l'émancipation politique et intime. Intime sans doute parce que les séquences de décapités étaient entremêlées de courses effrénées d'un trouble, un couple à trois, dont il était difficile de définir le rôle de chacun, dans les escaliers d'un bâtiment parsemé de motifs en damier noir et blanc. De quoi permettre de relativiser le tableau, montrant la garde républicaine se trémoussant sur le pont des Arts autour de la prestation d'Aya Nakamura, qui n'avait pas décidé d'apprendre à chanter pour l'occasion, pas même en playback. Le sénateur Stéphane Ravier, choqué par les cérémonies, a réagi le soir même à tout cela. À cette ignominie, à cette dinguerie, cette succession d'indignité, de mauvais goût, d'insultes. Ça a commencé par Aya Nakamura, pardonnez-moi, je n'arrive pas à maîtriser son nom, qui sait pas chanter, elle n'a pas chanté d'ailleurs. En Mondiovision, je suis pas en Mondiovision, je suis pas ridiculisant la garde républicaine, là, c'est complètement ridiculisé. Et puis qu'est-ce qu'on a eu? On a eu le trouble. Alors on n'en est plus à défendre la famille traditionnelle, même plus les couples homo. On a passé un stade. Là, c'est le trouble. Je passe les clichés concernant les trois amoureux là. J'ai lu la réaction de Marlène Schiappa, l'ancienne ministre de la République. On va pas s'interdire des plans à 3. Mais on t'interdit rien, Marlène. Si tu veux faire des plans à 3, tu en fais 3 par jour si tu veux, 2 par nuit, tu peux même être 4, 12, 27. Avec tout cet étalage, Lady Gaga, coutumière des mises en scène particulières, sera relativement passée inaperçue. À peine la chute d'une danseuse et des paroles difficiles en français auront fait réagir. La pluie, elle, aura accompagné l'intégralité de la cérémonie à laquelle assistait notamment François Hollande. Et l'arrivée sur scène du président Macron pour lancer officiellement les Jeux Olympiques aura été marquée de huées et de sifflets. Une maigre compensation pour ce spectacle diffusé partout sur la planète. Dans ce cadre,
nombreux sont les pays à être restés circonspects devant la performance censée démontrer au monde la grandeur de la France. Plusieurs pays, dont les États-Unis, ont d'ailleurs coupé certains passages du spectacle pour ne pas choquer leur public. Les rediffusions sont d'ailleurs bloquées dans un grand nombre de pays sur les plateformes. Sans surprise, France Info expliquait ce matin qu'il s'agissait là de questions de droit de diffusion. Ben voyons. Reste à présent à miser sur nos sportifs pour le rayonnement de la France. Depuis le début du conflit en Ukraine, les frontières entre l'Europe et la Russie et la Biélorussie se sont très fortement refermées. Un casse-tête pour des milliers de citoyens ordinaires qui passent ces frontières pour des raisons familiales ou professionnelles. Explication de Nicolas de Lamberterie. On se souvient qu'au début de la guerre en Ukraine, en février 2022, l'une des premières décisions de l'Europe et du monde occidental a été la suspension du trafic aérien avec la Russie, ainsi que l'exclusion de la Russie du système de paiement SWIFT, et enfin la restriction des importations de matières premières venant de Russie. Assez rapidement, un certain nombre de pays tiers sont devenus de véritables plateformes de contournement de ces sanctions. Les pays du Caucase ont accueilli beaucoup de citoyens russes ayant quitté leur pays. Mais si certains Russes l'ont fait par peur de la mobilisation ou pour des raisons idéologiques d'opposition au pouvoir, d'autres l'ont tout simplement fait pour pouvoir continuer de commercer via ces pays tiers avec leurs clients occidentaux, notamment pour ceux qui sont dans le domaine des services informatiques. Quant aux pays d'Asie centrale, à commencer par le Kazakhstan, ils semblent être utilisés comme des plateformes pour importer un certain nombre de produits technologiques soumis à interdiction, notamment des drones. En ce qui concerne les liaisons aériennes, c'est l'aéroport d'Istanbul qui a récupéré le gros lot du jeu des sanctions, puisque désormais les liaisons aériennes entre la Russie et l'Europe se font très essentiellement par la Turquie. Enfin, c'est l'Inde qui est le premier bénéficiaire de l'interdiction de l'importation des matières premières russes, puisqu'elle rachète à bas prix du pétrole russe, qu'elle revend ensuite tout simplement aux Occidentaux, après avoir effectué une marge substantielle dessus. Mais au-delà de ces réalités macroéconomiques, les restrictions frontalières affectent lourdement des dizaines de milliers de citoyens ordinaires dans leur vie du quotidien. En effet, la plupart des points de passage frontaliers terrestres entre les pays de l'espace Schengen d'une part et la Russie et la Biélorussie d'autre part ont été fermés ou sont soumis à d'importantes restrictions. Une téléspectatrice de TV Liberté, Patricia, citoyenne belge vivant en Biélorussie avec son mari biélorusse et qui se rend régulièrement en Belgique pour rendre visite à ses parents âgés, nous a écrit pour décrire son calvaire. En effet, il ne reste plus qu'un point de passage ouvert entre la Pologne et la Biélorussie et 2 entre la Lituanie et la Biélorussie. Par conséquent, Patricia nous explique que le passage de la frontière en bus prend au minimum une dizaine d'heures et plus de 40 heures en voiture. Durant cette attente interminable dans la zone frontalière, les voyageurs ne peuvent ni se ravitailler, ni avoir accès à des commodités civilisées pour aller aux toilettes ou se doucher. Du côté de la frontière russe, la situation n'est pas meilleure, puisque désormais les Russes ne peuvent plus entrer dans l'espace européen avec leurs véhicules. Comme vient de nous le rapporter Lionel Balland, journaliste belge et correspondant de TV Liberté qui effectue actuellement un tour de la mer Baltique, la frontière entre l'Estonie et la Russie se passe désormais à pied, puisque le pont traversant la rivière Narva a été fermé au trafic routier par des blocs de béton. Malgré tout, l'attente reste longue et délicate pour les personnes âgées ou ceux qui ont de jeunes enfants avec eux, puisque Lionel Balland a mis 7 heures à passer la frontière. Malgré tout, comme nous l'a expliqué Lionel Balland, l'obtention d'un visa touristique russe reste chose relativement aisée, voire même plus simple qu'il y a quelques années, puisque cela peut désormais se faire en ligne. Par ailleurs, le blocage des cartes de crédit en Russie peut être aisément solutionné par un retrait d'argent liquide en Europe, changé ensuite en rouble une fois en Russie. Reste malgré tout à voir combien de temps cela fonctionnera aussi aisément, étant donné que la Fédération de Russie avance elle aussi très rapidement vers la numérisation complète de l'argent et donc la disparition progressive de l'argent liquide. En attendant, rien ne semble indiquer que les restrictions sur les passages frontaliers vont se simplifier à l'avenir, bien au contraire. Ceux qui en ont les moyens pourront toujours contourner ces problématiques avec des vols via Istanbul ou autres, tandis que les autres souffrent bien davantage. Comme souvent dans les guerres, ce sont les citoyens ordinaires et les plus modestes qui sont amenés à souffrir le plus des conséquences des conflits. Et si la voiture électrique n'était pas si écolo? Alors que l'Union européenne favorise ce nouveau modèle, les usagers sont confrontés à un problème rarement évoqué, la difficulté des réparations sur ces véhicules électriques. Explication de Renaud de Bourleuf. La voiture électrique, véritable fléau pour l'environnement. Bien loin des promesses vertes, les nouvelles voitures sans essence ont une particularité, c'est un véritable casse-tête à réparer.
Souvent, les batteries ne peuvent pas être démontées et sont intégrées au châssis. En cas de choc, il est alors impossible de les remplacer. Par ailleurs, la réparation des véhicules électriques est beaucoup plus complexe et donc plus coûteuse que pour un modèle thermique. La durée d'immobilisation du véhicule en atelier est généralement plus longue d'environ 14% et aussi plus chère d'environ 25%. En plus du coût à l'achat élevé et de l'entretien onéreux, le véhicule peut très vite être un gouffre financier. Pierre Chasseret, porte-parole de l'association 40 millions d'automobilistes, note que tout cela contribue à en faire un produit de luxe. On est sur un véhicule qui aujourd'hui peine à trouver ses marques, peine à trouver son business model et on n'arrive pas à séduire plus de 10% des automobilistes en France. On a chez certains constructeurs des batteries qui sont directement intégrées au châssis et donc en cas d'accident, en cas de choc, bien la voiture ça devient une voiture jetable. C'est-à-dire que pour l'assureur, ça revient moins cher de vous indemniser que de vous réparer votre voiture. Le problème, c'est que l'indemnisation est toujours en deçà de ce que vous a coûté votre véhicule. Et ça crée encore de la déception. Donc pour l'instant, le véhicule électrique, il sert une élite de personnes qui peut se permettre ce type d'achat, mais il ne satisfait pas la plupart des automobilistes. Si on veut faire à l'échelle de la France un petit schéma, grosso modo, on a 25% des Français qui seraient favorables dans leur vie au quotidien et 75% qui ne peuvent ni se le permettre et qui considèrent que ce n'est même pas souhaitable pour eux. A fortiori, depuis que le montant des factures d'électricité s'est envolé à une grande vitesse. Mais l'aspect financier n'est pas le seul problème qui peut dissuader les usagers. Le modèle est en lui-même beaucoup plus fragile. La détérioration de la batterie et les fortes chaleurs peuvent même provoquer des incendies. En Autriche, il y a des parkings qui interdisent l'accès aux véhicules hybrides électriques. Un autre point, le véhicule électrique cause plus d'accidents que le thermique. Il y a une étude qui a été effectuée en Suisse qui est assez paradoxale parce qu'elle met en avant le fait que les possesseurs de véhicules électriques ont plus d'accidents que les possesseurs de véhicules non électriques. C'est assez étrange parce qu'on a du mal finalement à comprendre cette suraccidentalité. Est-ce qu'elle est due à l'absence de bruit ? Peut-être, sans doute. C'est vrai qu'un véhicule électrique peut surprendre. Mais on a du mal à expliquer cette statistique, mais c'est un fait. Les possesseurs de véhicules électriques ont une probabilité d'accident beaucoup plus forte. Une probabilité de panne aussi beaucoup plus forte. Mais ça, on le sait, c'est le pain béni des dépanneurs, le véhicule électrique. Parce qu'on sait très bien qu'avec si peu d'autonomie qu'il s'envole en fumée, c'est le cas de le dire, on a des pannes qui sont assez récurrentes, des pannes d'électricité. Lorsqu'il vous reste que quelques kilomètres d'autonomie, là on commence sérieusement à transpirer dans un véhicule électrique. Conséquence, le secteur est loin de rencontrer le succès. Au mois de juin, Fisker, pionnier américain des SUV électriques, s'est déclaré au bord de la faillite. Ailleurs, au début de l'année, toujours aux États-Unis, l'entreprise de location de voitures Hertz a annoncé se débarrasser d'un tiers de sa flotte électrique, soit environ 20 000 véhicules. En 2022, les dirigeants de la société s'étaient rués à grande vitesse vers ce type de modèle. Aujourd'hui, ils expliquent que l'expérience a nui à leurs finances. Le cabinet McKinsey, qu'on ne présente plus, a effectué une étude réalisée sur 30 000 personnes dans 15 pays. Conclusion, les voitures à batterie seraient loin de faire l'unanimité. En effet, 29% des propriétaires de voitures électriques veulent revenir en arrière, quand seulement 9% des sondés affirment que ces véhicules répondent à leurs besoins. Aux États-Unis, où les distances à parcourir sont longues, c'est carrément la moitié des propriétaires de voitures électriques qui disent vouloir revenir à un véhicule thermique. En Europe, seuls 1 sur 3 songerait à faire le même choix pour le moment. Pourtant, au mois de janvier dernier, l'Union européenne a voté la fin de la vente de voitures thermiques neuves d'ici 2035. Je pense qu'on est sur un mix énergétique et que ça, c'est le seul truc intelligent qu'on peut espérer. Aujourd'hui, le véhicule électrique, il en est à ses balbutiements. Il y aura peut-être une cible, peut-être des automobilistes qui seront intéressés, mais ce qu'il faut comprendre, c'est qu'aujourd'hui, le peu de succès que l'électrique a aujourd'hui en France, c'est parce qu'il est sous perfusion d'argent public. C'est parce qu'on surindemnise ceux qui l'achètent. Sauf qu'on a oublié une chose, c'est que cette indemnité, ce bonus écologique versé aux possesseurs de véhicules électriques, n'oublions pas que c'est de l'argent public et c'est l'argent de nos impôts, certainement très mal utilisé d'ailleurs. Et partons à présent faire le tour de l'actualité en bref. Les organisateurs des JO auraient mieux fait de se concentrer sur le fleuve que sur le blasphème. À la veille de la première épreuve, les triathlètes n'ont toujours pas pu nager dans la Seine, privés d'entraînement dans les conditions réelles de compétition dimanche, puis lundi, en raison de la piètre qualité de l'eau. Un nouvel épisode de la série qui aura coûté au moins 300 millions d'euros. Petite cerise sur le gâteau, l'eau n'était pas non plus propre quand Anne Hidalgo a organisé son opération de communication pour se baigner le 17 juillet dernier.
L'extrême gauche à la manœuvre dans l'opération sabotage de la SNCF. Comme nous l'avions supposé dans notre édition de vendredi, les actes de dégradation volontaire pour endommager le réseau des lignes TGV seraient bien une prouesse d'individus anarchistes mécontents, je cite, de la célébration nationaliste et de la gigantesque mise en scène de l'assujettissement des populations par les États, comprendre les Jeux Olympiques. Plusieurs lettres pour revendiquer les opérations ont été envoyées aux médias. Elles étaient signées par une délégation inattendue. Un militant d'extrême gauche connu des services de police aurait été interpellé dimanche à Oissel, en Seine-Maritime. D'autres devraient suivre. On est donc très loin de la manœuvre de Moscou voulant perturber l'organisation de l'événement. Caramba, encore raté. Même pas peur, plus de 2 semaines après la tentative d'assassinat raté contre Donald Trump lors de son meeting à Butler en Pennsylvanie, le candidat républicain veut recommencer les réunions publiques en plein air. Une annonce qui ne fait pas les affaires du Secret Service, le service chargé de sa sécurité, déjà dans le viseur pour d'importantes failles dans le dispositif lors de l'attaque du 13 juillet, poussant même sa patronne Kimberly Chittle à démissionner. À 100 jours de l'élection présidentielle américaine, Donald Trump a toutefois profité de son réseau Truth Social pour annoncer que le Secret Service avait bien accepté d'intensifier les rassemblements en plein air, estimant que personne ne pouvait arrêter ou entraver sa liberté d'expression. On marche toujours sur des braises en Orient, tandis qu'une roquette s'est abattue samedi sur un village druze du plateau du Golan, un territoire syrien annexé par Israël en 81, faisant 12 morts parmi de jeunes mineurs. La crainte d'un embrasement régional est une nouvelle fois à son comble. En effet, l'attaque est attribuée par Tel Aviv et la Maison-Blanche au Hezbollah libanais, ce que réfutent les intéressés. Israël a rapidement réagi en promettant une riposte, estimant que le Hezbollah avait franchi une nouvelle limite. L'Iran a quant à elle mis en garde l'État hébreu quant à de nouvelles représailles qui pourraient avoir des conséquences irréversibles. Cet épisode s'inscrit dans la guerre menée par Israël depuis le 7 octobre dernier à Gaza, alors que près de 40 000 Palestiniens auraient perdu la vie dans l'enclave et que des otages israéliens sont toujours retenus par le Hamas. Nicolás Maduro, réélu à la tête du Venezuela. Le président sortant, qui promet paix, stabilité et justice dans son pays, aurait recueilli plus de 51,2% des suffrages lors du scrutin présidentiel. Considéré comme héritier d'Hugo Chávez, Nicolás Maduro repart donc selon toute vraisemblance pour un 3e mandat qui aura donc échappé au candidat de l'opposition Edmundo González Urrutia avec ses 44,2%, loin derrière le vainqueur. La Chine a félicité Maduro, à l'instar de Cuba, pendant que Washington a demandé un recompte des voix, une nouvelle ingérence amusante quand on pense au regard porté sur la régularité du scrutin de la présidentielle américaine en 2020. Décidément, difficile de croire en la démocratie entre ceux qui trichent avant, ceux qui trichent pendant et ceux qui trichent après. Et voilà, on approche déjà de la fin de cette édition. Vous pouvez dès à présent retrouver notre programme estival à la française, présenté par Natalia Krasikova et Laurent Poultier du Ménil. Aujourd'hui, il est consacré à l'art sartorial. On est en train de finir une tenue d'académicien. Et ça sert à la main? Tout est brodé à la main. Oh là là, quel travail. Non, c'est pas vrai. Waouh. C'est impressionnant, très impressionnant. Touchez le relief, vous allez voir. C'est magnifique. En fait, sur chaque feuille, en dessous, il y a une petite cartonnette, on va dire ça, un petit carton, qui permet de créer cette épaisseur et donc qui donne ce volume. Et en fait, à la main, ça donne ce relief et ce toucher est fort agréable. Et voilà, c'est déjà le moment de se quitter. Merci à tous pour votre fidélité. On se retrouve demain, même lieu, même heure. En attendant, portez-vous bien. Bonsoir.